le pasteur Jürgen Grauling et la paroisse protestante de Dorlisheim, co-organisatrice de la soirée, et moi-même, président de la Société d'histoire de Molsheim et environ, sommes évidemment très heureux de vous accueillir aussi nombreux pour cette première conférence de l'exercice 2022-2023. Nous sommes plus de 200 ce soir. Je voulais saluer la députée, elle doit arriver, ainsi que le maire de Molsheim. Je remercie bien évidemment le cinéma Le Trèfle, grâce à qui on peut avoir ces très belles conditions pour notre soirée. Je remercie notamment Gaël, qui a installé la salle, et également Damien, qui a installé le PowerPoint. En septembre 2021, nous avions organisé un cycle consacré à l'art de vivre en Alsace pour lutter contre la morosité ambiante liée à la crise du Covid et surtout pour essayer d'entrevoir un retour à la normale, celle du monde d'avant. Hélas, à cet impensable d'un monde entier paralysé par une épidémie au XXIe siècle, a succédé le retour tragique de l'histoire avec l'impensable de la guerre au cœur de l'Europe. Mariupol était bombardé alors que nous parlions ici du siège de Strasbourg en 1870. Aussi, début 2022, les questionnements sont bien différents. Comment va survivre l'humanité face au dérèglement climatique et à la menace nucléaire? Comment allons-nous passer l'hiver face aux pénuries, notamment énergétiques? Comment va se pérenniser la démocratie européenne menacée de l'intérieur et de l'extérieur par l'extrémisme nationaliste, 80 ans après ces ravages monstrueux? Fort de ses 70 ans d'existence, la Société d'histoire est convaincue que si l'histoire ne se répète pas, même si le passé n'est plus perçu comme un réservoir d'exemples, il peut encore éclairer nos conduites, à condition de multiplier les regards, les focales, de revisiter les vérités définitives, de varier les intervenants, de s'interdire aucun sujet, et surtout de lutter contre le silence, ce poison subtil et délétère qui fonctionne selon un principe simple: ce qui est occulté n'est pas étudié, ce qui n'est pas étudié est occulté. C'est dans cet esprit que nous avons envisagé le programme de notre premier cycle trimestriel consacré au nouveau regard sur la période 1939-1945 en Alsace. L'initiative de la première conférence vient de la paroisse protestante de Dorlisheim. Le pasteur Grauling et Arlette Jost-Morer ont suggéré de parler de 2 livres récents qui ont mis la communauté protestante en émoi, qui ont fortement interpellé et créé le buzz pour parler moderne. Je salue l'arrivée de la députée, Madame Morel, et son assistante parlementaire. Bonsoir. Leurs auteurs sont nos invités de ce soir, et ils sont tous les 2 pasteurs. Ils ont pris chacun le risque de publier un livre sur une période de l'histoire de l'Alsace dont nous savons tous qu'elle a été douloureuse et compliquée à traverser. Gérard Janus, à gauche, est pasteur à Balbronn, Schararberkheim et Trenheim, c'est donc le régional de l'étape, après avoir été aumônier universitaire à Strasbourg et responsable de l'enseignement religieux et de la catéchèse à l'UE-EPAL. Il est né en 1964 et est originaire de Macquevillers, un village de l'Alsace bossue. Michel Beckel, à droite, est né en 1958 à Strasbourg. Il a occupé diverses fonctions en qualité de pasteur et chargé de mission au sein de l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine, l'UE-EPAL justement. Il a été secrétaire général de la CIMAD, cette belle ONG qui a été créée par 2 protestants pendant la guerre pour venir en aide aux quelques 200 000 personnes évacuées d'Alsace-Lorraine. Elle défend toujours le droit des étrangers et des exilés et accompagne les migrants dans leur demande d'asile. Aujourd'hui, il est aumônier à l'hôpital civil de Strasbourg. Leurs 2 ouvrages traitent d'une même question, même si leurs formes et leurs objectifs sont différents. Ils interrogent l'histoire régionale et l'histoire de leur Église. Comment les protestants alsaciens et notamment leurs pasteurs se sont-ils comportés face à la montée du nazisme? Ont-ils été des résistants ou alors des Mitläufer, ceux qui suivent le courant,
Ce terme définit une attitude qui consiste à s'adapter à une nouvelle donne politique et à essayer d'éviter les désagréments que pourrait entraîner un engagement plus courageux. Pourquoi certains milieux protestants ont-ils été si perméables aux thèses du nazisme? Pourquoi ont-ils été fascinés par Hitler et son idéologie? Pourquoi tant de pasteurs ont-ils fait l'objet de sanctions après la guerre, au moment de l'épuration, sujet que nous avons traité ici déjà il y a quelques années avec Frédéric Naud-Dufour, présent dans la salle également, tandis que d'autres ont pris la fuite dès novembre 1944 pour se cacher en Allemagne. Le livre de Gérard Janus, La demeure du silence, a été édité par les éditions du Verger. Je salue également le patron, M. Marchand, qui est présent dans la salle. Il date du 4e trimestre 2020, en plein Covid. C'est d'ailleurs Frédéric Naud-Dufour qui en a écrit la préface. Le livre de Michel s'intitule, lui, « Ces protestants alsaciens qui ont acclamé Hitler, enquête sur les secrets de famille du réseau luthérien ». Il est édité par La Nuée Bleue. Je salue également Madame Madeleine Renaud qui est présente dans la salle. Il est paru en mars 2020 avec une préface de Yolande Baldevec qui est journaliste. Ces livres ont déjà été présentés à plusieurs endroits à Strasbourg, notamment à la médiathèque protestante. Dimanche dernier, aux bibliothèques Idéal, Michel Vauquel a présenté son livre avec comme thème « Entre enfouissement de la mémoire et secret de famille ». Pour notre part, nous avons opté à la solution de les mettre en dialogue. Je vous demande donc de les accueillir chaleureusement. Je précise que grâce à la bibliothèque Latra Plume de Dorlisheim, vous pourrez acheter les livres de l'un et de l'autre ici même et les faire dédicacer éventuellement en fin de conférence. En bas. Je vais maintenant changer de casquette, tout en conservant ma calvitie, pour passer de président à modérateur. Je vais donc commencer par poser une série de questions et la salle aura la parole en fin de séance. Première question. Écrire un livre est un travail de longue haleine, une aventure dans laquelle on ne se lance pas pour le plaisir, surtout pour un tel sujet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons personnelles ou familiales qui vous ont poussé à écrire ce livre? Et pourquoi maintenant? Pour M. Janus, il s'agissait d'une quête dans la mémoire familiale. Je lui donne la parole. Oui, merci M. Muller. Merci surtout pour la préparation très méticuleuse de cette conférence et le soin que vous avez apporté. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Première question, première réponse. J'ai en fait dans mon livre poursuivi deux traces. La première piste était celle d'une quête familiale sur l'histoire de mon grand-père paternel qui s'appelait Georges Janus. Alors vous voyez s'afficher un portrait qui était dans la Stoup chez nous à la maison, à droite, un portrait double de la grand-mère Sophie et de son mari Georges. Je précise que Georges, je ne l'ai pas connu. Il est décédé en 1962 et on vous a indiqué tout à l'heure que je suis né 2 ans après. Mais j'ai grandi, on va dire, à l'ombre de ce portrait. Et je me suis rendu compte assez tardivement que on ne m'avait pas dit grand-chose, voire rien du tout sur cet homme. Dans les familles, ça se passe de façon très différente, selon les familles. Il y a des familles où le dimanche, autour de la table, on raconte l'histoire des anciens, on discute politique, on discute de tout un tas de choses. Dans ma famille, on ne m'a pas raconté l'histoire de Georges. Alors quand j'étais enfant, ça ne m'a pas paru curieux, mais plus j'avançais en âge et plus ça m'a paru problématique. Voilà, donc Georges Janus. Qui était-il? Qu'est-ce qu'il a fait? Et pourquoi est-ce que mon père n'a pas réussi à me parler de lui? Ça aurait été assez évident que mon père, Werner, me raconte un jour l'histoire de son propre père. Eh bien, ça n'a pas eu lieu.
Et puis j'ai découvert, mais j'ai mis beaucoup de temps à découvrir ça, que ce qui a à un moment donné interrompu ce récit familial, c'était l'épuration. Et nous y reviendrons. En tout cas, c'est une hypothèse, c'est ce qui fait sens pour moi. C'est le moment de l'épuration, le moment où il a été interné à Schirmeck-la-Drogue pendant quelque temps. À mon sens, là, il y a eu un traumatisme dans la famille qui a fait que par la suite, on ne m'a pas parlé de lui, ni on n'en a pas parlé davantage à ma sœur ou à mon frère. Alors, vous avez ici... Ah oui, sur la première diapo, il y avait encore un autre document important, c'est qu'il avait été soldat à la Première Guerre mondiale, dans l'uniforme allemand, évidemment, et il avait perdu un frère lors de la Première Guerre mondiale. Mais on est déjà à la deuxième diapositive, et là, c'est vraiment, on entre dans le vif du sujet, c'est la fiche de son internement au camp de Schirmeck-la-Drogue. Et alors, on peut, en découvrant une telle archive, ouvrir des pistes importantes. Si on n'a jamais rien raconté sur sa vie, quand j'ai découvert cette fiche, ça m'a vraiment beaucoup fait réfléchir. Sur cette fiche, il y a des choses très très banales, le nom, l'origine, qui est venu l'arrêter, mais il y a aussi le jour de son arrestation et le jour de sa libération. Et si vous voyez tout en haut de la fiche, on voit même les différentes baraques dans lesquelles il a été affecté, c'est écrit au crayon. Voilà. Alors cette fiche-là, c'est une des rares, très rares archives que j'ai de mon grand-père, mais c'est déjà suffisant pour démarrer quelque chose. Alors, parlons tout de suite de ce document-là. Ce document-là atteste aussi des mesures qui ont été prises à son encontre. Mon grand-père paternel était facteur, donc il était facteur avant la guerre, il a été facteur pendant la guerre, et de ce fait, vivement encouragé, voire obligé d'adhérer au NSDAP. Et vous le savez comme moi, parmi les fonctionnaires de la SNCF et des PTT, c'est là qu'on trouve le plus grand nombre de gens qui ont subi l'épuration. Alors, la fiche atteste en même temps quelque chose d'intéressant, c'est que lorsque l'épuration est effectuée, elle est faite au cas par cas. Vous voyez que tous ces gens qui sont cités sur cette fiche ne se voient pas appliquer la même condamnation. Mais ces condamnations sont redoutables. Quand on lit indignité nationale, révocation sans pension, retraite d'office, on imagine derrière tous les destins et toutes les difficultés que ça entraîne, pas seulement pour les personnes elles-mêmes, mais pour toute leur famille. Voilà, ici un autre document, on trouve aussi le nom de mon grand-père Georges. Merci. Et vous, monsieur Becquel, qu'est-ce qui vous a poussé à mettre votre nez dans ces vieilles affaires? Alors, comme Gérard a un lien avec... Oui, alors comme Gérard, il y a aussi un lien avec mon histoire personnelle, avec mon grand-père qui était membre de l'ASA pendant la guerre, ce que j'ai appris pendant mon enfance. Je raconte aussi qu'un jour j'ai trouvé le drapeau nazi de mes grands-parents au fond d'une armoire. Je me suis demandé pourquoi il l'avait gardé. Je sais que mon grand-père n'a jamais été nazi parce que je l'ai bien connu et je pense qu'il a fait partie de cette catégorie de la population qui a adhéré à une organisation nazie pour avoir la paix. Tout simplement pour qu'on leur foute la paix. Mais ce n'est pas le point de départ de mon travail. Moi, j'ai été nommé pasteur il y a bientôt 40 ans dans un faubourg nord de Strasbourg, où j'ai été très vite confronté à une grande violence relationnelle. J'ai été confronté à des propos, à des attitudes qui étaient parfois ouvertement antisémites, ouvertement racistes,
il y avait une grande violence dans cette paroisse, qui était au demeurant une paroisse avec une très grande et très longue tradition très luthérienne. Et c'était à une époque où le Front National commençait à émerger de manière significative dans le paysage politique français. En juin 1984, le Front National a fait pour la première fois près de 12% à l'élection européenne, ce qui pour des gens de ma génération, moi j'étais jeune à l'époque, j'avais 25 ans, était absolument sidérant. Et je m'interrogeais sur l'existence de cette violence relationnelle dans la paroisse, comme si j'assistais à une sorte de levée des inhibitions, de levée du couvercle, qui autorisait au fond les braves gens de ma paroisse à exprimer des idées absolument épouvantables et inadmissibles. Et puis, il y avait aussi le fait, à cette époque, que les régions en Alsace où l'on votait le plus en faveur de l'extrême droite, c'était les régions luthériennes du nord de l'Alsace, ce qui ne manquait pas de nous interroger. Il y avait une espèce de dimension tout à fait irrationnelle dans ce phénomène, et ça m'a poursuivi sous forme de questionnement. Je me suis dit, mais enfin, qu'est-ce qui peut bien expliquer que le Front National, que l'extrême droite soit aussi présente dans des régions marquées par le luthéranisme? Alors, il y a eu plein d'initiatives là-dessus, il y a plein d'intellectuels, de sociologues, de gens de toutes sortes qui ont essayé d'analyser ce phénomène. Plein de choses ont été dites, ont été écrites. Mais pour moi, cette question, elle est restée sous forme d'intuition. Et je me demandais s'il n'y avait pas un rapport entre ce problème politique contemporain et éventuellement, mais comment le savoir, ce qui s'était passé dans ces régions pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais je n'avais pas d'éléments, c'était une sorte d'intuition. D'autant plus que j'ai toujours observé que de la Deuxième Guerre mondiale, de la Shoah, de ce qui s'est passé chez nous pendant cette période, dans l'Église, dans mon expérience, eh bien, on n'en a jamais parlé. Je n'en entendais jamais parler. Et tout ça a fini par m'intriguer. Alors j'ai réfléchi. En 1997 est sorti ce livre qui raconte l'histoire de la Hunebourg. Hunebourg, un rocher chargé d'histoire. C'est un livre qui avait été écrit par des historiens, publié à la Société savante d'Alsace. Et ce livre comporte un article du professeur Léon Strauss, que je connais bien par ailleurs, sur l'histoire de la Hunebourg à partir de 40, entre 44 et 45, et l'histoire de Spieser, qui avait reconstruit cette Hunebourg dans les années 30. Et je découvre là, en 97, à ce moment-là j'ai 39 ans, si mes calculs sont exacts, je découvre le rôle qu'a joué cette Hunebourg dans le nazisme alsacien local. Et je garde ça en mémoire jusqu'au moment où je décide, il y a quelque temps, donc un peu à la faveur du confinement, je dois dire, de me lancer dans une recherche un peu plus précise sur toute cette affaire. Et de cette recherche, eh bien, voilà, il est sorti ce livre, ces protestants alsaciens qui ont acclamé Hitler. Merci. Vous avez donc travaillé obligatoirement, puisqu'on n'en parlait pas, dans le secret vis-à-vis de vos familles, de vos amis, vis-à-vis des institutions. Est-ce que vous vous informiez mutuellement? Est-ce que vous saviez que l'un et l'autre vous travailliez sur ce sujet? Est-ce que vous vous informiez mutuellement? Alors, j'ai le souvenir assez précis qu'en 2020, quelque temps avant la sortie de mon livre, j'ai croisé Michel à la sortie de l'hôpital civil à Strasbourg. Et puis Michel était en train de boire un café, je m'assieds avec lui, on boit un café ensemble, et je lui dis, au fait Michel, ça va t'intéresser, je sors un bouquin. Voilà. C'est là qu'on a pour la première fois évoqué nos recherches. Alors nos recherches sont différentes. C'est pas un complot là devant vous. Ce sont deux personnalités différentes qui ont fait un travail différent. En ce qui me concerne, j'ai fait un travail d'abord introspectif. Mais après, je suis sorti de cette introspection, cette quête sur une histoire familiale. Ça m'a mené jusqu'à un certain point, mais ce qui a vraiment déclenché mon envie d'écrire, c'est le fait que j'ai rencontré en 2011, lorsque je suis redevenu un pasteur de paroisse locale, j'ai découvert que le sujet de la Deuxième Guerre mondiale était toujours aussi vif que lorsque j'avais quitté un ministère paroissial local 15 ans avant.
Et quand je rencontrais des gens, je les découvrais pour la première fois, et au bout de 5 minutes, on était en pleine Deuxième Guerre mondiale. Ces gens-là avaient le besoin de dire à leur nouveau pasteur que ce qui avait marqué et changé leur vie, c'était la guerre. Et à partir de là, je me suis rendu compte que le silence dont je découvrais qu'il régnait dans ma famille, qu'il régnait aussi par ailleurs. Et c'est le fait d'avoir compris qu'il y avait là un thème commun qui m'a donné envie d'écrire en embrassant les deux sujets, le silence dans l'Église, le silence dans ma famille. Et donc j'ai exploré des thématiques qui sont la mémoire, l'oubli, et puis comment aller à la pêche à ce qui a été un jour enfoui. Qu'est-ce qui nous permet d'aller retrouver des traces? C'est ça qui m'a donné envie d'écrire. Alors évidemment, je n'aurais pas pu écrire ce livre si j'avais commencé à en parler à tout le monde. Je me serais évidemment arrêté tout de suite. Mon frère, ma sœur n'étaient pas au courant. Ils étaient même les derniers informés. Oui, bon, moi j'ai fait mon travail dans mon coin. J'ai pas l'impression d'avoir travaillé de façon secrète. Alors, ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai parlé avec un certain nombre de gens qui ont accepté de me donner des éléments, des documents, ou de me raconter l'histoire de leur famille, des témoignages, des relations personnelles. Et puis, bon, moi j'ai tendance à parler, quand je rencontre les gens, je leur parle. Alors très vite, il y a eu quand même une rumeur comme quoi j'étais en train d'écrire ce livre, donc il n'y a pas eu vraiment de secret dans cette affaire. Merci. Avez-vous été étonné, voire effrayé par certaines découvertes, certains documents? Avez-vous à un moment donné failli renoncer à votre projet? Êtes-vous prêt à assumer les dégâts collatéraux? Vous citez des noms, vous pouvez donc faire mal, vous pouvez blesser, vous pouvez faire souffrir. Étiez-vous toujours convaincu de faire œuvre utile? Et au stade actuel, pouvez-vous nous dire comment vos livres ont été reçus? Alors oui, moi j'ai été très étonné par certaines de ces découvertes parce que j'ai découvert l'ampleur du problème. C'est-à-dire que j'avais une espèce de représentation très diffuse, pas très étayée, où je me disais, bon voilà, il y a eu quelques pasteurs sans doute qui ont eu des sympathies un petit peu nazies. J'avais entendu dire que l'un ou l'autre pasteur avait quitté l'Alsace en 1944, voire qu'il avait été expulsé. Mais c'était vraiment des informations très parcellaires. Et je ne prenais absolument pas la mesure de ce que ma recherche m'a révélé, c'est-à-dire que nous sommes en fait face à un réseau luthérien, dans lequel d'ailleurs il n'y a pas que des pasteurs, précisons-le, il y a des universitaires, des juristes, des avocats, des gens comme ça, mais qui ont tous en commun d'être très très luthériens et qui sont en fait d'anciens militants ou d'actuels militants à l'époque où nous parlons, de la cause régionaliste, mais sous l'angle de l'Alsace allemande. Voilà. Et qui a là presque un fanatisme idéologique qui pousse ces gens à s'engager de manière extrêmement farouche pour l'Alsace allemande, ce qui les amènera à se compromettre avec le nazisme, qu'ils connaissent bien, puisqu'ils ont pris contact avec le nazisme dès le milieu des années 20. Et l'ampleur de cette découverte, oui, m'a étonné, m'a vraiment étonné. Je n'imaginais pas qu'autant de personnes faisaient partie d'autant d'organisations dans le cadre de réseaux aussi structurés. C'est-à-dire que nous sommes face à une réalité politique qui est très importante, qui est très massive, et dans laquelle sont impliqués des centaines, voire des milliers de gens. Ça, je ne le soupçonnais pas au départ. Autre élément de réponse par rapport aux questions que vous avez posées, moi je ne sais pas d'où sort cette histoire des dommages collatéraux. Moi je n'ai pas le sentiment aujourd'hui que mon livre a produit des dommages collatéraux. En tout cas s'il y en a, moi je n'en suis pas conscient parce qu'on ne m'en parle pas. Moi j'ai été très étonné aussi, ça fait bientôt 6 mois que le livre est sorti, par le fait que des dizaines et des dizaines de personnes m'ont écrit, m'ont téléphoné, m'ont contacté. Il y a même des gens que je rencontre à leur domicile pour poursuivre la conversation, pour me remercier d'avoir lu ce livre, d'avoir écrit ce livre. Il y a des gens qui me disent « Votre livre m'a permis de mettre en perspective mes souvenirs d'enfance. Je comprends enfin mieux l'histoire de ma famille.
Et ce ne sont pas que des gens d'un certain âge. J'ai eu l'occasion encore récemment, dimanche dernier, aux Bibliothèques Idéales, de parler avec une jeune femme de 30 ans, ça on peut le dire, qui se trouve être la petite-fille, ou l'arrière-petite-fille du président Robert Höpfner, qui était président de l'Église luthérienne avant la guerre et qui l'a de nouveau été après. J'ai rencontré des gens qui étaient les arrière-petits-enfants de certains personnages troubles que j'évoque dans mon livre et qui me disent « Mais votre livre m'ouvre enfin les yeux sur tout ce pan de cette histoire familiale et régionale dont j'entendais parler, mais dont je ne percevais pas toute la dimension que vous exprimez. » Donc ça me touche énormément. Donc encore une fois, je ne sais pas si mon livre a causé des dommages collatéraux, s'il a blessé des gens, j'en sais rien. Moi, je sais seulement qu'il a fait énormément de bien à beaucoup de gens qui me le disent. Oui, je réponds très volontiers à la même question. En fait, ce qui m'a le plus étonné, c'est dans ma propre recherche à quel point le silence est lourd. Et le silence a plein d'échos. Lorsque quelque chose est tu, lorsque quelque chose est caché, occulté, il y a toujours des échos, parfois rapidement, parfois longtemps après. C'est ça qui m'a le plus étonné lorsque j'ai fait ce travail d'écriture. Ensuite, dans les réactions, je pourrais dire que j'ai des réactions qui me sont parvenues un peu du même type que celle de Michel. J'ai aussi été vivement critiqué, mais c'est très bien. Un livre, il est là pour que les gens l'apprécient ou le critiquent. J'ai rien à dire là-dessus. Je peux dire quelque chose sur le genre littéraire. Effectivement, vous citez des noms, c'est le genre littéraire qui veut ça. C'est-à-dire que j'écris un livre dans lequel je raconte l'enquête que je mène. Et donc pour dire quelle est l'enquête que je mène, j'ai besoin de dire ce que je fais. Et je le dis en citant les noms, évidemment. Maintenant, je termine avec peut-être quelque chose de plus factuel, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on fait une telle recherche, on essaie de comprendre ce que les anciens ont raconté, ce qu'ils n'ont pas raconté, et puis on trouve des archives. Et là, c'est très intéressant parce que la rencontre avec l'archive, je ne suis pas historien, je suis pasteur, mais je suis amateur d'archives. Je crois qu'on a le droit dans la vie de faire des choses professionnellement et puis des choses que l'on fait quand on est amateur d'eux. Et donc, en écrivant ce livre, je m'empare de deux archives en particulier. Alors, cette archive-là, je vous la recommande vivement, c'est le dossier du tribunal militaire de Metz, que l'on trouve dans des archives nationales de la justice militaire, et c'est au Blanc, le Blanc. C'est une ville dans l'ouest de la France. Et il y a là tout un dossier qui reprend tout le contenu de ce procès. Un procès assez curieux parce que ça n'est qu'en 1948, qu'on va juger le président Karl Maurer. Or, ce qu'on trouve dans cette archive-là est très peu connu. Et un des documents que je trouve dans ce dossier m'a vraiment beaucoup troublé. C'est la circulaire que vous avez devant les yeux. Elle fait 3 pages, dactylographiée comme celle-là. C'est une circulaire que le nouveau président, installé par les autorités nazies à l'été 40, envoie au pasteur confidentiellement en septembre 1940. Et alors on ne peut pas le lire ensemble ce soir, mais j'en donne de très larges extraits dans le livre. Et pour moi, cette circulaire témoigne d'une adhésion un peu masquée, mais quand même, au nazisme. Alors ça, c'est ma lecture. Et on peut dire, le pasteur Janus n'a rien compris. Il a fait semblant. Mais alors c'est là que ça devient intéressant. Qu'est-ce qui, à un moment donné, oblige Karl Maurer à faire semblant d'adhérer aux idées nazies, ou est-ce qu'il, dans le fond, ne fait pas semblant? Il y a un vrai débat. Cette archive-là, je ne l'avais jamais rencontrée. J'ai 58 ans.
Donc je la révèle, et chez moi, elle a produit un choc. Elle continue à produire un choc. Elle mériterait vraiment qu'une discussion s'engage sur ce document. Et l'autre archive, et je termine après, comme ça j'aurai en une fois fait le tour des deux archives principales que j'ai exploitées dans mon livre, c'est une chronique que le pasteur Albert Huck a écrit à Balbronn entre 1931 et 1944. Et là aussi, c'est une archive extrêmement intéressante parce qu'elle témoigne de ce que vit un pasteur à la campagne pendant ces années cruciales. Et là aussi, il y a des choses qui sont écrites et d'autres qui ne le sont pas. Et ce qui est écrit est intéressant, mais ce qui ne l'est pas est également très troublant. Moi, je voudrais revenir sur la question des noms. Il se trouve que dans mon livre, j'ai mis beaucoup de noms. Il y en a des dizaines et des dizaines. Alors, juste une remarque par rapport à ça. La majorité des noms qui figurent dans mon livre ont déjà été cités ailleurs. J'ai lu des thèses de doctorat, des articles d'histoire, d'autres livres, et je ne pense pas qu'il y ait dans mon livre beaucoup de noms qui ne soient pas déjà apparus ailleurs. Cependant, pour ceux qui n'auraient pas déjà été cités ailleurs, il y a aussi eu dans ma démarche le recours aux archives départementales. Je ne le savais pas au début de mon travail, c'est quelque chose que j'ai découvert parce que ce n'est pas ma formation de faire de la recherche historique dans les archives, mais j'ai découvert que les archives départementales étaient ouvertes concernant la période de l'épuration seulement depuis fin décembre 2015, ce qui m'a permis d'accéder à des dossiers individuels. Alors à partir du moment où ces dossiers sont ouverts, ça veut dire qu'on peut en parler. On n'est plus dans des histoires confidentielles de famille ou de corps pastoral ou de que sais-je. On est dans de l'histoire. C'est le sens, me semble-t-il, du législateur quand il décide d'ouvrir ses archives. Donc moi, je n'ai pas eu de scrupule à citer des noms, puisque c'est dans le domaine public. C'est accessible à quiconque le souhaite. Voilà, ça c'est très important. Et je le dis d'autant plus que j'ai essayé de faire preuve, je dirais, de tact. C'est-à-dire, je m'interroge pendant toute ma recherche, et je le dis ça d'ailleurs dans le livre, je m'interroge en permanence sur la question de savoir, mais est-ce que je ne suis pas victime de mes préjugés? Est-ce que je ne suis pas en train de faire fausse route? Est-ce que les analyses qui se dessinent dans ma tête ne sont pas erronées? Tout ça, c'est un questionnement qui m'accompagne à longueur de temps. En gros, si vous voulez, j'ai essayé de faire preuve d'honnêteté intellectuelle. Aujourd'hui, ce soir, devant vous, je peux dire que si j'avais eu connaissance, au moment où je rédigeais ce livre, d'un certain nombre d'éléments qui me sont parvenus par des témoignages directs depuis que le livre est sorti il y a 6 mois, je me serais permis d'être plus affirmatif encore et même plus radical dans un certain nombre de choses que je dis et que je décris dans ce livre. Et en fait, je pense, Gérard, qu'il faut le dire, l'adhésion au national-socialisme, à cette idéologie-là, était parfaitement explicite pour tous ces gens dès le milieu des années 20. Ils ne le disaient pas avant 40, ils étaient dans le collimateur des autorités françaises. Mais ils le disent après 40. On en parlera peut-être, mais les fondateurs de toutes ces organisations comme la Jungmannschaft, les Bicler, Biber, toute la clique qui gravite autour de la Huneburg, bien sûr. Vous voyez, là, je me permets d'être radical, mais je me permets d'être radical parce que ça procède d'une analyse précise. Bien sûr que dès le milieu des années 20, ils adhèrent en toute conscience et en toute conviction à l'idéal national-socialiste. Vous avez parlé tous les deux de Karl Maurer, mais vous n'avez pas détaillé sa circulaire. Je pense que c'est quand même important de sortir les éléments essentiels de la circulaire pour montrer son importance et pour montrer la bascule qu'il y a eu dans la compréhension et de l'un et de l'autre du problème des protestants alsaciens face au nazisme. Oui, donc une circulaire qui fait 3 pages. Alors, je vais essayer de résumer. Ce qui m'a intrigué à propos de ces circulaires, c'est que le pasteur Martin Ziekwald, dans son livre sur Karl Maurer,
l'évoque, cette circulaire. Mais il la résume de telle manière qu'en lisant le livre de Martin Zsigwald, on se dit ouais, bon, c'est quelqu'un qui culturellement est pour l'Allemagne. Rien d'étonnant à ça. Sauf que quand moi j'ai lu ce texte, j'ai quand même trouvé une rhétorique qui, à mon avis, est une rhétorique qui s'inspire vraiment du nazisme. Le nazisme, c'est très complexe comme phénomène, mais c'est aussi un phénomène de rhétorique. Je ne sais pas si dans la salle, des gens ont lu Victor Klemperer, qui a étudié la langue spécifique qui a été mise en place par le nazisme. Alors, encore une fois, on peut essayer de me montrer le contraire. Moi, je trouve dans cette circulaire-là des mots comme Aufgabe, es ist die große Aufgabe. Ça, c'est des mots qu'un Hitler lui-même a pu prononcer. Donc aujourd'hui, dit Karl Maurer, la mission des pasteurs aujourd'hui est de se mettre dans le grand courant, dans le grand mouvement qui vient de prendre place. C'est comme ça que le texte commence. Ensuite, ce texte indique que l'église luthérienne en Alsace a toujours été une église allemande. Et donc qu'aujourd'hui, c'est l'heure, c'est le moment où jamais on peut lui redonner cette identité proprement allemande. Et puis ça se termine quand même d'une manière assez particulière par un appel à dénoncer les pasteurs qui ne sont pas ariens. Voilà. Alors, on va me rétorquer que le même Karl Maurer a, à un moment donné, embauché des pasteurs qui n'avaient pas les ascendances pures ariennes comme ils auraient dû l'avoir, certes. Voilà. Mais là, c'est écrit noir sur blanc en septembre 40. Septembre 40, c'est un moment particulier dans l'histoire de l'Alsace. Et je laisserai mon collègue vous dire ce qu'il peut vous dire sur ce mois particulier. Donc, dans le contexte de septembre 40, pour moi, cette circulaire, elle me trouble. Voilà. On le comprend. Une des critiques qui vous est faite est que... Je ne sais pas, Michel, tu veux dire quelque chose? Non, vas-y. Une des critiques qui vous est faite, c'est que, vous l'avez déjà évoqué tout à l'heure, c'est que vous n'êtes pas des vrais historiens. Vous auriez commis un crime de lèse-majesté parce que vous n'avez pas traité, par exemple, cette archive de Karl Maurer comme le traiterait un historien. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'historiens qui l'ont recherché, mais qui l'ont traité. Donc c'est déjà une remarque qu'on peut faire au préalable. Oui, compléter. Cette circulaire, elle est censée avoir été envoyée à tous les pasteurs d'Alsace. Bien. Ça veut dire que si j'en déduis logiquement ce qui se passe quand un papier arrive dans un presbytère, il doit être quelque part rangé dans un classeur. Bien. Alors, certains anciens, et c'est là que c'est intéressant, certains anciens disent, ils le disent à Michel, ils disent, mais tout le monde sait ça. Ah bon? Tout le monde sait ça. Sauf que moi, je ne l'ai jamais vu. Vous comprenez le problème? Donc, ou elle n'est pas arrivée, ou elle a été systématiquement éliminée, mais pourquoi, aujourd'hui, en 2020, on ne peut pas aller la voir et la traduire? C'est ça qu'il faut qu'on explique. Vous comprenez? Et pourquoi, aujourd'hui, c'est-à-dire en 2020, quand le livre paraît, pourquoi est-ce que les historiens les plus à même de travailler ces questions se contentent de résumer ce document? Voilà. Alors là, je ne peux pas comprendre ça. Et en fait, je me révolte en quelque sorte contre ça parce que c'est délibéré. Je suis moins affirmatif que mon voisin sur l'adhésion à l'idéologie nazie d'un grand nombre de gens dans les années 20. Par contre, je suis convaincu que aujourd'hui, en 2022, il y a des gens qui ne veulent pas regarder ça en face. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui, en 2022, on veut continuer à faire croire un autre récit. Alors, je m'emballe un petit peu, mais allez, allons-y. Il y a dans l'église du Palatinat,
hein, dans l'église du Palatinat, qui est une église, certes, qui est en Allemagne, et je ne confonds pas les églises qui sont en Allemagne et les églises qui ne sont pas en Allemagne. Je ne confonds pas la situation d'une région annexée par les nazis et la situation d'une région qui était dans le Reich. Mais les Palatins ont fait un travail démarré en 2009, aussi par une initiative individuelle, mais ensuite les Allemands, ils font ça systématiquement, ils regroupent 60 personnes pour faire le travail. Et d'abord, ils regardent s'ils ont les fonds pour les payer. Et en 2016, ils sortent ce bouquin. En 2016, voilà. Et ce bouquin arrive dans les mains du président Christian Albecker, qui le reçoit, on le lui remet officiellement. Le président Albecker dit à son retour, « Waouh, ça c'est du boulot. Qu'est-ce qu'on attend pour faire ce boulot chez nous ?» Et après, qu'est-ce qui se passe? Rien. Voilà. C'est ça, si vous voulez, qui, en ce qui me concerne, m'a fait aller jusqu'au bout de cette démarche que je savais pas forcément agréable, hein, ni pour moi, ni pour l'Église dans laquelle je me suis engagé, mais qui me paraît bigrement nécessaire. Alors, juste une remarque, Gérard. Quand je parle de l'adhésion au national-socialisme, je ne parle pas des gens de manière générale. Tout à l'heure, quand j'ai fait ma remarque en disant de manière un peu radicale, bien sûr qu'ils ont adhéré au national-socialisme, je parle des cadres de tous ces mouvements autour de la Hühnerburg, du Jungmannschaft et autres, c'est-à-dire les pasteurs, les juristes. Au fond, je parle de ces intellectuels qui sont vraiment les cadres de cette mouvance. Hein. Voilà. Ceci dit, pour être un peu plus clair et pour ne pas laisser entendre que j'accuserais tout le monde ici d'avoir adhéré au nazisme. Alors, sur la question de la nature non académique, disons, de nos écrits et du mien en particulier, oui, je ne suis pas universitaire, je ne suis pas historien, je n'ai pas une formation d'historien, et je n'ai à aucun moment essayé de me faire passer pour ce que je ne suis pas. D'ailleurs, j'ai déjà assez de mal à me faire passer pour ce que je suis. Mais j'ai parlé avec des historiens, et je peux vous dire très simplement qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai dû parler avec une quinzaine d'historiens, dont certains sont très connus, comme Jean-Laurent Vonneau, Léon Strauss et bien d'autres. Il y en a qui m'ont invité, comme Gabriel Breuner à la Société d'Histoire de Célestat, etc. Et j'ai été évidemment extrêmement attentif à ce que mes interlocuteurs historiens pouvaient me dire. Ils étaient les mieux placés pour pointer éventuellement les défauts de mon texte. Il en a certainement. Mais très honnêtement, et c'est pas uniquement par mondanité ou par sens de la politesse qu'ils me l'ont dit, mais les gens avec qui j'ai parlé m'ont dit « Vous avez raison de faire ce livre, c'est un livre qui est ce qu'il est, c'est votre livre, mais sur le fond, vous avez raison. » Si des historiens m'avaient dit que j'ai fait complètement fausse route, que je me suis planté, évidemment, ça m'aurait fait réfléchir, mais ça n'a pas été le cas. Donc, vous voyez, par rapport à ça, franchement, en toute modestie, je suis assez à l'aise. Merci. Les textes des archives sont souvent parlants. Les photographies le sont aussi. Elles appartiennent à la partie centrale du livre de Michel Weckell, et je voudrais remercier La Nuée Bleue qui nous a autorisé à les projeter. Et je voudrais demander à Michel d'en commenter quelques-unes. Ces photos montrent qu'il existait bien avant 1940, autour de la Hühnerburg et des organisations satellites pro-allemandes, tout un réseau luthérien d'ampleur dans le nord de l'Alsace. Ceci explique le caractère extrêmement structuré de tout ce qui s'est joué en 1940, car les nazis l'ont très bien exploité à leur arrivée. Je parle notamment de la Hühnerburg, du retour des autonomistes, du Bund der Erwin von Steinbach, de la Jungmannschaft, des corporations étudiantes, etc. Donc Michel, si vous voulez bien, pourriez peut-être nous développer tout ça. Oui, bon, sur les photos. Alors là, tu es passé un peu vite, Jürgen, sur les photos. On peut peut-être juste regarder une ou deux photos du début. Ça, c'est intéressant parce que ce sont les Alsaciens mosellans qui ont été internés par les autorités françaises à la fin du mois de mai 40, donc au début des hostilités, dans un camp dans les Vosges qui s'appelle le camp d'Arches, qui est un ancien camp militaire de la Première Guerre mondiale.
Et si ma mémoire est bonne, enfin je donne le chiffre dans le livre, je crois qu'il s'agit de 262 personnes exactement, parmi lesquelles une quinzaine de pasteurs luthériens, mais il y avait aussi 2 prêtres dans le lot, qui étaient suspects d'intelligence avec l'ennemi, connus par les autorités pour leurs sentiments pro-allemands, pour leur militantisme séparatiste. Et donc ces gens sont internés dans le camp d'Arche et sont libérés par la Wehrmacht fin juin 40. Donc ils ont été internés pendant 1 mois à peu près. Et les photos de ces Alsaciens majoritairement protestants qui tendent le bras figurent dans le livre d'un pasteur, le pasteur Guggenbühl, Willi Guggenbühl, qui publie en 1941 ce livre intitulé Von den Franzosen verhaftet, von Deutschen befreit, c'est-à-dire enfermé par les Français, libéré par des Allemands. Et c'est un livre de propagande, il y a la croix gammée sur la couverture, etc. Alors il faut voir que derrière tout ça, il y a la réalité, dont moi je ne suis pas du tout un spécialiste de ça, et ce n'est pas mon sujet, mais il y a évidemment la réalité de toutes ces organisations. Alors je ne sais pas toujours comment les qualifier, régionalistes, autonomistes, séparatistes, sans doute pour un certain nombre d'elles, mais qui agitent le paysage politique alsacien après la Première Guerre mondiale jusqu'à la Deuxième. Les tensions autour de ce militantisme régionaliste sont extrêmement vives en Alsace. Et ici, et un certain nombre, les cadres, en tout cas pour le sujet qui me concerne, les cadres de ces mouvements protestants luthériens impliqués dans cette lutte régionaliste farouche deviendront des responsables du dispositif administratif nazi en Alsace. Par exemple, ici on voit sur cette photo à votre gauche Fritz Spieser, le propriétaire de la Hüneburg. À côté de lui, Hermann Bickler, fondateur de la Jungmannschaft, qui était même rétrospectivement, enfin lui c'était un vrai nazi, il n'y a aucun doute là-dessus, en train de serrer la main à ce personnage en uniforme blanc qui est le ministre de l'Intérieur, Frick. Et l'homme derrière en uniforme noir, c'est le docteur Robert Ernst. Alors un petit mot sur Robert Ernst. Robert Ernst est fils de pasteur. Son père a été pasteur d'abord, je crois, à Hürtigheim, à la campagne, avant de devenir pasteur de la paroisse Saint-Thomas à Strasbourg, vous savez, la cathédrale luthérienne. Et Robert Ernst, qui avait une mère française d'ailleurs. C'est assez marrant parce que son père, semble-t-il, était plutôt d'orientation libérale sur le plan théologique. Sa mère était française. Ernst parlait parfaitement le français. Il avait, semble-t-il, avant la guerre de 14, des sentiments plutôt francophiles, mais pour des raisons que j'ignore, il décide pendant la guerre de 14-18 de s'engager dans l'armée allemande. Il fait le choix de l'Allemagne. Et il restera en Allemagne après la Première Guerre mondiale, prenant diverses responsabilités. Il était, semble-t-il, socialiste au départ, mais il devient très vite national-socialiste. Ça fait aussi partie de son parcours. Et il devient l'interlocuteur privilégié de tous ces luthériens dont nous parlons ce soir, qui sont engagés dans diverses mouvances régionalistes, autonomistes, séparatistes, que sais-je, et qui se retrouveront autour de Spieser, de la Hüneburg, de la Jungmannschaft, etc. Et Robert Ernst est véritablement leur homme de contact en Allemagne. C'est par le biais de Robert Ernst, par exemple, qu'ils finiront par avoir des contacts avec un personnage dont l'histoire reste aussi à certains égards encore à écrire, qui est Alfred Töpfer, qui a joué dans cette histoire un rôle absolument central. Töpfer, qui n'apparaît pas sur les photos, était un céréalier de Hambourg. C'était une des plus grosses fortunes européennes, donc c'est un homme qui avait énormément de moyens, qui a d'ailleurs continué à jouer un rôle encore en Alsace aussi après la guerre. Je vais essayer de poursuivre mes recherches là-dessus. Et Töpfer, contacté par Robert Ernst, sera l'homme qui financera les activités de ce cercle luthérien alsacien pro-allemand. C'est notamment Töpfer qui versera à Spieser, à la fin des années 20 et au début des années 30, les immenses sommes qui lui permettront de reconstruire le château de la Hüneburg. La Hüneburg, ça fait partie de
la mégalomanie de Spießer, qui se rêve d'une destinée aristocratique. Spießer, lui, il est pasteur, il est fils de pasteur, un pasteur lui-même déjà engagé dans le combat pro-allemand en Alsace, le pasteur Spießer de Waltrambach. Spießer, Fritz Spießer est son fils, et Spießer se rêve une destinée intellectuelle, universitaire, politique. Moi, je pense qu'il est un peu mégalo, cet homme. Il finit par épouser une comtesse prussienne, Agnès zu Dohna-Schlobitten, qui est fortunée. Moi, j'ai pensé pendant très longtemps que c'est avec la fortune de sa femme qu'il a construit la Hüneburg, mais en fait, c'est avec les fonds de Töpfer. Quelqu'un m'a donné récemment un rapport des services de renseignement français d'après-guerre que je ne connaissais pas au moment où j'ai rédigé le livre, parce que sinon j'aurais mis les chiffres dans le bouquin. Et ce rapport contient les sommes versées par Töpfer à Spießer pour construire ce château de la Hüneburg, qui sera le domicile de Spießer dans sa mégalomanie aristocratique, mais qui sera aussi le centre de toute cette agitation pro-allemande avant la guerre et pendant. Et les nazis s'y sont pas trompés, puisque au mois de septembre 40, le 6 septembre 40, Heinrich Himmler en personne vient rendre visite à Spießer. Alors, j'ai trouvé cette photo que personne ne connaissait. Elle figure dans le livre sur un site d'amateurs d'histoire anglais que j'ai trouvé tout à fait par hasard. Et c'est apparemment la seule photo connue de Himmler à la Hüneburg le 6 septembre 40. Quelques jours plus tard, la synagogue consistoriale du quai Kléber à Strasbourg est incendiée, vandalisée, ce qui n'a pas eu l'air de beaucoup émouvoir les responsables de la Hüneburg et Spießer en particulier. On a aussi ramené à la Hüneburg le corps de Karl Roos. Oui, alors ça c'est un autre épisode important de l'histoire de la Hüneburg à cette époque, c'est que, alors là on est en juin 41, les nazis décident de faire de la tour du donjon de la Hüneburg un mausolée en mémoire de ce militant régionaliste, autonomiste, etc., qui s'appelait Karl Roos et qui avait été fusillé par les Français avant 40. Et évidemment, les nazis ont eu beau jeu de récupérer la figure de Karl Roos et d'en faire un héros, un martyr de la cause nazie en Alsace. Et donc Spießer s'est prêté au jeu et le corps de Karl Roos, en juin 41, a été installé dans le donjon de la Hüneburg. Il y a d'autres photos où l'on voit nos amis de la Jungmannschaft, de la Michaelsbruderschaft, du Bund Erwin von Steinbach et de toutes ces organisations en train de faire le salut nazi devant le Gauleiter Wagner. Et Spießer a revêtu pour l'occasion son uniforme noir de Sturmbannführer SS qui lui avait été remis, ainsi qu'à une demi-douzaine d'autres le 6 septembre, donc 8 mois avant, quand Himmler était venu le voir à la Hüneburg. Par exemple, ici, vous voyez le Gauleiter Wagner qui est connu, en compagnie de la veuve de Karl Roos. Le personnage... Les deux personnages à droite, que l'on voit, enfin oui, sur votre droite, le premier, je ne suis pas sûr, mais il me semble bien que c'est un pasteur, et en tout cas le deuxième, c'est un avocat, c'est l'avocat Peter Biber, qui était donc avec son acolyte Bickler, un des fondateurs responsables de la Jungmannschaft. Grand luthérien devant l'Éternel, faut-il le préciser. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vous balader du côté de la Hüneburg, hein, c'est très joli, c'est dans les bois entre Dossenheim-sur-Zinzell et Neuvillers-les-Savernes. Quand on connaît les lieux, que moi je connais depuis que je suis adolescent, c'est très très déphasant de les voir comme ça, pavoisés avec les drapeaux nazis. Ça, il semblerait que ce soit un défilé d'une des organisations, je crois que c'est le Bund Erwin von Steinbach, je ne sais plus ce que j'ai mis dans le livre. Mais vous voyez, on est quand même, que ce soit avec la Jungmannschaft ou avec toutes ces organisations, on est sur des organisations qui ont été fondées dans les années 30, sur le modèle par exemple de la Hitlerjugend. On ne peut pas se tromper, l'idéologie est la même, les uniformes sont les mêmes, les rituels, les cérémoniaux sont les mêmes en fait.
Oui, c'est le Erwinsbund, oui, c'est ça. Là, vous avez par exemple une photo d'un rassemblement, alors à Strasbourg, mais je ne sais pas exactement où c'est peut-être le Palais des Fêtes, je n'en suis pas sûr. C'est une photo qui est tirée d'un livre sur l'histoire de la Jungmannschaft, qui a été publié en 41. Et c'est une réunion de la Jungmannschaft, donc des militants de la Jungmannschaft. Je ne connaissais que très mal ce fameux sigle qu'on appelle le Wolfsangel. Vous voyez, c'est ce Z barré qui était le sigle de la Jungmannschaft, rouge sur fond noir, donc sous forme de brassard et de drapeau. Donc ça rappelle quand même furieusement aussi la croix gammée. Le Wolfsangel était un symbole nazi au même titre que la croix gammée. Des organisations nazies l'utilisaient déjà dans les années 20. La Hitlerjugend l'a utilisé, des divisions SS utilisaient le Wolfsangel. Et c'est resté jusqu'à aujourd'hui un sigle de ralliement d'un certain nombre de groupes nazis ou néo-nazis en Europe. Et j'ai découvert, à peu près au moment où le livre est sorti en mars, que ce même Wolfsangel est aujourd'hui encore le sigle du fameux régiment Azov, qui est un régiment ukrainien considéré par un certain nombre d'observateurs comme un régiment nazi. Alors, je suis désolé de le dire, hein, parce que Poutine a parlé de la dénazification de l'Ukraine, et c'est pas bien de le dire comme ça, etc. Enfin, il y a quand même ce régiment Azov qui, semble-t-il, a des orientations un petit peu nazifiantes. Il y a aussi les corporations étudiantes qui ont joué un rôle très important à ce moment-là, puisque la plupart des nazis connus sont des nazis qui viennent d'une des corporations qui s'appelle Argentina. Oui, alors je vais être bref là-dessus, mais c'est très important, c'est-à-dire que ça aussi je l'ignorais. Alors je fais tout un passage dans le livre où j'explique ma découverte de l'existence de ces fameuses corporations étudiantes, Studentenverbindungen, qui existent toujours en Allemagne aujourd'hui. Il y en a des centaines. En Allemagne, en Suisse, tout ça, ça existe encore. Il n'y a qu'en France où ça nous paraît complètement folklorique et désuet. Mais j'ai découvert l'existence de la corporation Argentina, donc corporation étudiante, fondée en 1857 à Strasbourg, donc avant le Reichsland, avant 1870, et qui, en 1857, à l'époque où nous sommes encore français, disons, se définit déjà comme un bastion de la défense du Deutschtum, c'est-à-dire de la germanité en Alsace. Donc on voit bien qu'on est dans une dimension politique, identitaire et idéologique. C'est-à-dire ces gens, en 1857, disent « nous sommes les défenseurs de l'Alsace allemande », pour dire les choses un peu rapidement. Et je découvre que la plupart des personnages qui tremperont par la suite de manière tout à fait concrète dans le dispositif nazi et dans l'administration nazie, tous ces gens dont je parle dans mon livre, sont pour la plupart, pas tous, mais pour la plupart, issus de la tradition de cette corporation étudiante argentine. Et ce qui est absolument fabuleux, alors là, il y a des moments où j'ai l'impression d'halluciner, c'est que, alors je passe un peu vite là-dessus, mais en 1944, un certain nombre de ces personnages, pour éviter d'être condamnés en France, vont partir, vont s'enfuir, et vont se réfugier en Allemagne. Spieser va se réfugier en Allemagne. Il y en a plein qui vont se réfugier en Allemagne, parce qu'ils savent très bien que s'ils restent, ils vont être condamnés. Et à partir des années 50, quand tombent les mesures d'amnistie, à partir de 53, 54, tous ces gens sont amnistiés, ils commencent à refaire surface. Certains d'entre eux ont vécu en Allemagne sous des faux noms, sous des pseudonymes, mais ils refont surface. Et je découvre que les anciens de l'Argentina continuent de se fréquenter. Alors ils se retrouvent à Heilbronn, ça c'est à l'est de Karlsruhe, où Spieser, avec je ne sais quel argent, a racheté un château où il s'est établi. Et il se retrouve dans une localité de Gernsbach, en Forêt-Noire, c'est au sud de Karlsruhe, c'est à 75 km d'ici. J'y suis allé 2 fois l'année dernière, ça m'intriguait, c'est très joli, hein, on est en pleine Forêt-Noire, enfin bon, il faut aimer ça, mais c'est mignon, c'est bucolique. Et je trouve dans la forêt un monument qui est, alors pas très indiqué, j'ai dû chercher un peu pour le trouver, mais je savais que ce monument était quelque part, qui sont donc des stèles, qui comportent les noms pour la guerre de 14-18 et pour la guerre de 39-45 pour les morts de l'Argentina en faveur de l'Alsace allemande. Voilà. Et l'année dernière, au mois d'août, quand j'ai fait cette photo, cette tombe était toujours fleurie. Alors ça m'a intrigué.
Et je découvre, mais ça je le raconte à la fin du bouquin, qu'aujourd'hui encore, en Allemagne, il y a des fondations, les fondations Töpfer continuent d'être très actives, mais il y a un certain nombre de groupes qui sont des groupes directement fondés par ces anciens nazis alsaciens réfugiés en Allemagne et qui continuent de publier, d'organiser des rencontres et d'entretenir au fond ce qui m'apparaît être la nostalgie de l'Alsace allemande. Et ça continue aujourd'hui en 2022. Alors je ne sais pas s'ils sont très nombreux, mais tout ça est vérifiable sur Internet. Ils publient une revue consultable en ligne qui s'appelle Der Westen, où entre des articles consacrés à André Weckmann, à Tommy Ungerer, aux traditions folkloriques de la vallée de Münster ou que sais-je, il y a des articles qui entretiennent la mémoire vive de ces héros alsaciens victimes de la France, puisqu'il est bien entendu que tous ces gens-là sont innocents. Leur compromission avec le nazisme, ils la justifient, pardon Gérard, je parle beaucoup mais je vais m'arrêter, il la justifie en disant, vous comprenez, si nous avons pris des responsabilités dans l'administration nazie, c'était pour servir au mieux les intérêts de l'Alsace. Si nous ne l'avions pas fait, les Allemands nous auraient envoyé des nazis bien pires. Nous avons fait, avec beaucoup de bonne volonté, tout ce que nous pouvions pour que l'Alsace s'en sorte le mieux possible, et en récompense, la méchante France nous condamne à la déchéance, à la privation de nos droits civiques, etc. etc. Et ça m'a vraiment frappé. J'ai des discours qui ont été tenus par des militants de l'Argentina dans les années 70. Ils sont encore une fois réunis à Strasbourg en 82. Après, ils sont tous morts parce qu'ils étaient vieux. Spizer est mort en 87. Mais c'est hallucinant, c'est-à-dire c'est eux les victimes. Ils n'ont pas un mot de compassion sur les Juifs, sur les résistants, sur tous ces gens qui ont été massacrés par le régime nazi. Ils ne parlent que d'eux, ils sont extraordinairement repliés sur eux-mêmes, c'est ce que dit Léon Strauss aussi dans son article, et ils se considèrent, eux, comme les grandes victimes et les grands incompris de l'histoire. Enfin, moi, je trouve qu'ils ont du culot. Merci, je sais pas, Gérard. Non, là-dessus, non, mais pendant qu'il parlait, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Donc j'ai quelque chose à rattraper. Alexis, avec votre question. Ma question est la suivante. Est-ce qu'on peut essayer d'expliquer cette sympathie pour le régime nazi? Est-ce qu'une des explications ne pourrait pas être que ce terrain particulièrement fécond et favorable dans certains milieux luthériens pourrait s'expliquer de la façon suivante? Luther est allemand, la théologie protestante est largement en allemand, les prédications se font en allemand, les fidèles allemands et alsaciens chantent les mêmes cantiques en allemand, la plupart des personnages sont nés à la fin du 19e ou au début du 20e siècle, donc dans une Alsace allemande, ils ont fait leur étude en allemand, et parfois ils étaient même allemands une longue partie de leur vie. Est-ce que cette singularité historique, cette familiarité culturelle expliquerait certaines choses? Oui ou non? La réponse est oui, évidemment, mais là j'ai envie d'insister un peu sur le fait que cette identité linguistique, elle est absolument fondamentale, sinon on ne comprend rien du tout. Moi je suis dialectophone, ma langue maternelle c'est le francique lorrain, hein, fränkisch. Ich kenne jetzt Elsassisch rede wie im Grom. Bon. Voilà. Mais c'est absolument fondamental. Si on passe à côté de ça, on ne comprend rien. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Ces Alsaciens, donc qui sont attachés à une langue, une culture, ils sont aussi à un moment donné un peu maltraités par l'État français, il faut aussi le dire, hein, puisqu'on n'a pas trop évoqué cet aspect-là de la chose. Tout à l'heure, on a parlé du camp d'Arches. Les autonomistes qui ont été embarqués en mai 40 et qui ont été emmenés à Arches, on ne les a pas jugés, on ne les a pas auditionnés, on les a embarqués, on les a emmenés là-bas. Et qu'est-ce qui se passe? Quelques semaines après, l'Alsace est envahie et donc les Allemands les libèrent. Vous voyez, là, les Alsaciens sont devenus le jouet de l'histoire. C'est bien malgré eux que ces gens-là ont été libérés par les Allemands. Et après, évidemment que la propagande allemande va utiliser ce fait.
Parmi ces gens, il y a aussi Karl Maurer, futur président de l'Église luthérienne. Et il y a le pasteur Albert Huck, pasteur à Balbronn. Donc la langue, évidemment, mais jusqu'à aujourd'hui, cette langue, elle est là, elle est présente. Moi, il m'arrive de prêcher en alsacien, j'en suis très heureux. J'espère que je pourrai encore le faire longtemps. Hein. Mais là n'est pas le problème. Hein. Le problème est comment la langue, ensuite, est utilisée à des fins politiques. Hein. Alors évidemment, ici, il y a surtout un certain nombre d'Alsaciens dans la salle, et je ne vous apprends rien. Mais on est toujours obligé de nouveau de se rendre compte de ça. Et la difficulté vraiment spécifique par rapport à notre sujet, c'est que toutes ces archives-là, elles sont en allemand. Qui va les traduire? Qui pourra les lire dans 2 générations? Si on ne le fait pas aujourd'hui, c'est aussi ça, quelque part, qui m'a, à un moment donné, un peu mis en colère devant l'inertie d'un travail historique. Aujourd'hui, il m'a fallu l'aide d'une Dorlisheimoise pour avoir la connaissance de la chronique du pasteur de Balbronn, parce qu'elle est manuscrite et que je n'arrivais pas à le lire. Je suis allé me chercher de l'aide. Mais dans 2 générations, qui va faire ce travail? Il ne sera plus fait, ce travail-là. Donc c'est pour ça qu'il est important qu'aujourd'hui, on mette à la disposition d'un maximum de gens ces sources, et il y a un travail énorme à faire, un travail énorme. Et je termine juste là-dessus. Les Palatins expliquent dans l'introduction de leur livre qu'il y avait 2 conditions pour que ce travail puisse être fait. Première condition, que tous les témoins impliqués dans l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale soient décédés. Bon, ça, cette réalité, c'est la même partout, c'est inéluctable, ils ne sont plus là. Deuxième condition, et elle n'est pas réunie chez nous, la deuxième condition, c'est que les archives soient accessibles à cette équipe de 60 chercheurs. Ça a été le cas. Les archives de l'Église, les archives publiques, les archives des communes, tout ça a été rendu accessible. Et chez nous, elles ne le sont pas. Premièrement, elles ne sont pas traduites pour la plupart. Et deuxièmement, on n'y accède pas si facilement que ça aux archives départementales. C'est génial, vous y allez, vous dites ce que vous cherchez, on vous aide, c'est super. Mais il y a d'autres fonds d'archives, et je pense notamment à certaines archives paroissiales, dont on ignore tout simplement l'existence. Donc cette deuxième condition n'étant pas réunie, ceci explique aussi le retard pris dans le travail historique sur cette période. Maintenant, je termine juste en disant ça, et après je crois que ça serait bien aussi qu'on écoute un peu les questions. Lorsque les gens dans le Palatinat ont entrepris ce travail de confrontation avec le passé nazi de l'Église, et vous avez vu le titre du livre tout à l'heure, c'est Evangelische Kirche der Pfalz im Nationalsozialismus. Ça ne laisse pas de doute, hein. Ça veut dire qu'ils reconnaissent qu'ils étaient pris dedans. Alors, ils ont dit que, en fait, après la Deuxième Guerre mondiale, d'autres récits avaient pris la place. Ces autres récits, il y en avait 3. Une église résistante. Comme il y a eu des actes de résistance isolés, on a pu, à travers ces résistants isolés, monter un récit d'une église résistante. Une période nazie qui n'a pas eu trop de compromissions graves. C'est un deuxième récit qui a eu cours dans le Palatinat. Troisièmement, une église victime du national-socialisme. Et ces 3 récits ont prévalu jusqu'à ce qu'on se mette à d'abord les déconstruire avant d'écrire une nouvelle page de mémoire et d'histoire. Je pense que nous, on en est là. On a un récit qui a eu cours, qui a été reproduit, et quand je repense à Karl Maurer, qu'est-ce qu'on a dit et répété sur Karl Maurer? Il a protégé l'Église. Ça, c'est la phrase qui résume ce qu'on entend dire. Il a protégé l'Église. Alors, il s'est compromis jusqu'à un certain
seuil, mais c'était pour la bonne cause. Voilà. Eh bien, ce récit-là, tant qu'on ne l'a pas déconstruit, on ne pourra pas en écrire un autre. Et sur Karl Maurer, je pourrais encore vous dire des choses. En 1943, il demande la nationalité allemande. Personne ne m'a pour le moment expliqué pourquoi en 1943, il demande la nationalité allemande. Il y a une affaire assez célèbre qu'on appelle l'affaire de la cathédrale. Les autorités nazies aimeraient bien que la cathédrale de Strasbourg soit de nouveau attribuée aux protestants, hein, pour faire la nique aux catholiques francophiles. Karl Maurer refuse. Alors on dit toujours, ah mais regardez, Karl Maurer a refusé de récupérer la cathédrale. Sauf qu'il écrit un télégramme à 4 autorités à Berlin, dans lequel il fait allusion au Positives Christentum. Savez-vous ce que c'est, Positives Christentum? C'est une expression qu'on trouve dans le tout premier programme de la NSDAP. Donc, il fait un clin d'œil, à mon avis, ça c'est mon interprétation, il fait un clin d'œil aux autorités berlinoises en disant « Je sais quelles sont vos conceptions, mais je refuse la cathédrale pour une question de paix civile et de paix confessionnelle. » Merci. Avant qu'on passe la parole à la salle, moi j'aurais encore deux questions. Une première question, est-ce que l'incorporation de force en 1942 a changé quelque chose dans l'attitude des luthériens, de certains luthériens, vis-à-vis des nazis? Alors moi je dis dans mon livre que je pense qu'il y a eu 2 points de rupture assez sévères entre ces luthériens nazis, disons, et le nazisme. C'est effectivement la question de l'incorporation de force. Je pense que là, beaucoup d'Alsaciens qui peut-être avaient des sentiments pro-allemands ont déchanté et ont pris leur distance et ont été confrontés à cette abomination. Donc ça les a amenés, ça les a refroidis. Ceux qui étaient enthousiastes pour le nazisme, je pense que ça a joué un rôle. Il y a un autre élément qui a joué un rôle important, c'est que les personnages dont je parle étaient de pieux luthériens. C'était des gens qui étaient très, très religieux, qui étaient imprégnés d'une véritable piété, ce qui d'ailleurs rend leur adhésion au national-socialisme, à mes yeux en tout cas, encore plus incroyable, quoi. Enfin, comment est-ce que c'est conciliable? Et une fois qu'ils ont eu les nazis en face d'eux, Maurer rencontrait souvent le Gauleiter Wagner, ils se sont rendus compte que le dialogue avec ces gens-là était quand même très difficile, parce que voulaient les nazis? Ils voulaient quand même l'éradication du christianisme et des églises. Donc là, ils étaient déjà en porte-à-faux aussi. Mais je pense effectivement que l'incorporation de force a joué aussi un rôle dans leur prise de distance à un moment donné par rapport au nazisme. Ceci étant dit, moi, ce qui m'étonne, c'est que quand je lis leurs discours et leurs déclarations, par exemple en 1969 ou en 82, quand ils se réunissent encore à Strasbourg, je parle de ceux qui étaient membres de l'Argentina, ils se disent très déçus. Ils se disent très déçus d'Hitler. En fait, ce sont des déçus du national-socialisme, mais pas pour des raisons que vous et moi, on pourrait communément imaginer. Ils sont déçus parce qu'Hitler se révèle à leurs yeux un affreux centraliste. C'est un jacobin, vous voyez. C'est ce qu'ils reprochent à Hitler, c'est-à-dire ils misaient beaucoup sur l'arrivée d'Hitler en 1940. Ils imaginaient que ce Reich allait rendre à l'Alsace cette grandeur mythifiée qu'ils ont devant les yeux. Et au fond, Hitler les déçoit parce qu'il se désintéresse quand même, lui, personnellement, beaucoup de l'Alsace. Il confie une politique de nazification au Gauleiter Wagner. Et puis surtout, Hitler, il est très centraliste, quoi. Donc ils sont déçus. Et je pense que certains d'entre eux, peut-être comme Bickler, ont été déçus à titre personnel de ne pas pouvoir accéder à des responsabilités plus hautes dans le dispositif nazi au regard de l'engagement national-socialiste qui avait été le leur en Alsace avant la guerre. Parmi les explications à l'attitude de certains luthériens, il y a aussi ce qu'on sait depuis, qui a été reconnu par l'Église protestante d'ailleurs depuis le colloque qui a eu lieu
2017, que Luther était à la fin de sa vie franchement antisémite. Et une des caractéristiques mondialement connues est l'antisémitisme. Est-ce que vous pouvez nous dire de quelques mots de la relation entre l'antisémitisme de Luther et l'antisémitisme des nazis? Oui, alors ça nous oblige à faire un travail de mémoire. En fait, Luther, c'est le XVIe siècle. Mais après, on s'est toujours emparé d'une mémoire de Luther et on l'a interprété différemment au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe, au XXe, au XXIe siècle. La mémoire des grandes figures du christianisme, elle ne reste pas sans bouger. Hein. Et ça, je crois que c'est important de le dire. Donc, que les nazis aient présenté un Luther purement germanique et purement allant dans leur sens, c'est évident, mais dans la DDR, on a présenté un autre Luther. Hein. Donc, je n'insisterai pas trop là-dessus, sauf à dire qu'il y a effectivement des écrits de Luther qui ont malheureusement été utilisés pendant la période nazie. Ça, c'est mon voisin qui connaît mieux le sujet. Mais la mémoire des grandes figures du passé, elle change. On redécouvre quelqu'un. L'an prochain, on va se rappeler de tout ce que Martin Bucer a fait pour l'Église protestante en Alsace, parce que c'est l'année Bucer. Chaque fois qu'il y a une commémoration, on revisite le passé. Ça, c'est aussi une manière de faire avancer l'histoire, c'est les fameuses commémorations. Il ne faut pas en faire trop, hein, mais il faut en faire un peu pour redécouvrir. Alors sur les écrits juifs de Luther, je laisse plutôt Michel répondre. Oui, bon, on va être bref, puisqu'après, il est quand même l'idée qu'on dialogue encore avec vous. Bon, les textes de Luther de 1543 sur les Juifs sont ni plus ni moins qu'abjects. D'ailleurs, les nazis s'en sont amplement prévalus. Hein. Il y a ce texte sur les Juifs et leurs mensonges qui est d'une abjection totale. Moi, j'ai mis un petit extrait, simplement un petit extrait de ce texte dans mon livre, et les gens me disent « Oh là là, mais il a vraiment écrit des horreurs pareilles ». Je dis « Oui, alors est-ce que Luther était plus, de nos jours on dit antisémite, je crois que c'est un terme qui n'existait pas à l'époque. Moi je parlerais de la haine des Juifs, qui est quand même inhérente à la culture et à l'histoire européenne et à l'histoire du christianisme. C'est une catastrophe, mais c'est comme ça. Et on est tous porteurs de cet héritage. Moi, ce qui me trouble encore plus que la haine ancestrale des Juifs, c'est ce qui m'a encore été dit ce mardi, là, il y a quelques jours, par un vieil ami qui a grandi à Colmar et qui me dit « Oh, mais tu sais, il a 80 ans. » Il me dit « Mais tu sais, combien de fois dans mon enfance j'ai entendu cette phrase « Hitler n'a pas fini son travail, il y a plus de Juifs maintenant qu'avant. » Voilà, c'est quand même des choses qui, semble-t-il, étaient assez communément répandues et qu'on entendait. Hein. Alors il y a aussi ceux qui disaient, ça m'a été raconté par un pasteur, que Hitler, il n'était pas mal. Mais ce qu'il a fait avec les Juifs, il n'aurait pas dû le faire. Aujourd'hui, on ne sait plus s'il faut en rire ou en pleurer, mais ce sont quand même des choses qu'on a peut-être tous entendues à un moment ou un autre dans nos familles ou dans notre cercle de relations, etc. Donc on est malheureusement là, voilà, sur cette question du rapport au judaïsme et à la haine et à la détestation des Juifs, qui est une affaire séculaire et qui malheureusement se prolonge encore aujourd'hui, hein, sous d'autres formes, dans d'autres pays. Je pense qu'on va maintenant redonner la parole à la salle et je vous demanderai, quand vous posez une question, d'être bref et concis, parce que je pense qu'il y aura pas mal de questions. Merci. Bonsoir. J'avais deux questions. La première, est-ce qu'il y avait des pasteurs qui étaient indiques de la Gestapo, comme ça s'est passé avec la Stasi en Allemagne de l'Est? Et est-ce que, combien de pasteurs ont été internés et par rapport aux prêtres catholiques pendant la guerre?
Oui, alors on n'a pas parlé non plus des pasteurs qui ont résisté, parce qu'il y en a eu. Je profite de votre question pour aussi rajouter ça. Il y a eu des pasteurs résistants. Une des idées qui m'est venue dans mon travail de recherche, on ne parle pas beaucoup d'eux. Ah, voilà. On ne parle pas beaucoup d'eux parce que insister sur les résistants d'un côté obligerait aussi à parler davantage de toutes les autres attitudes. Et moi, ça m'a toujours frappé. Je suis originaire d'Alsace-Bossu, comme vous l'avez entendu. Il y a eu des résistants à Dürstel, à Volksberg, à Tiefenbach, dans 3 paroisses vraiment proches de là où j'ai grandi. Et pendant toute ma vie, rien, nix, nix et schnix. On ne m'a jamais parlé de ces 3 personnages. Alors, quels sont le nombre de pasteurs tout à l'heure, ça a été dit, ceux qui ont été soupçonnés d'être des soutiens de la puissance ennemie en mai 40, il y en avait une quinzaine qui ont été internés donc à Arches. Ensuite, Michel a un peu plus la connaissance d'un certain nombre de gens qui ont subi des punitions à la fin de la guerre, mais ils n'étaient pas si nombreux que ça. Il y a un certain nombre de gens qui ont été mutés d'office, mais on a par exemple l'exemple à Balbronn, où le pasteur est muté d'office et il est simplement permuté avec un autre. Donc un pasteur muté d'office dans sa paroisse vient à Balbronn et celui de Balbronn va dans l'autre paroisse. Il y a aussi eu quelques prêtres qui ont été poursuivis, épurés, un peu moins. Alors ça s'explique tout au long de la soirée, on a parlé de ça. Dans leur ensemble, les catholiques sont plus francophiles que les luthériens. Ça s'explique par toute l'imprégnation culturelle et donc on peut en déduire assez facilement que le nombre de pasteurs luthériens est plus grand parmi ceux qui ont été épurés après la guerre. Donc certains sont mutés d'office, très peu sont interdits d'exercice. Voilà. Et on essaye de réintégrer au maximum les personnes, on les surveille. Les renseignements généraux les ont à l'œil. Alors à tel point que même des jeunes pasteurs qui deviennent pasteurs dans les années 50-60 sont encore très très surveillés par les renseignements généraux. Là on a des témoignages des anciens qui sont peut-être là dans la salle, qui peuvent en attester. Je voudrais dire quelques mots sur les visages qui sont sur l'écran. Je parle dans mon livre de pasteurs qui ont été dans la résistance. Alors à votre droite, vous avez un très jeune pasteur de 29 ans qui s'appelle Yann Roulet, qui n'était pas alsacien, qui était pasteur dans les Deux-Sèvres, qui est arrêté par la Gestapo pour des faits de résistance et qui assassiné au camp de Natzweiler, Struthof. Son nom figure sur la liste des gens qui ont été assassinés là-bas dans le crématoire. Yann Roulet. Au milieu, vous avez un pasteur que j'aime beaucoup, je ne l'ai pas connu, c'est le pasteur Paul-Georges Koch. Et ça, c'est très intéressant par rapport à ce qu'on a discuté tout à l'heure. Vous savez, la question de la germanophilie culturelle de tous ces gens-là. Qu'ils avaient un certain attachement pour l'Allemagne, etc., pour des raisons culturelles, historiques, etc. Paul-Georges Koch, c'était un vrai germanophile. C'était un type qui parlait l'allemand, qui écrivait l'allemand, c'était sa culture. C'était un grand spécialiste, m'a-t-on dit, de Rainer Maria Rilke, le poète, et lui-même a publié une demi-douzaine de recueils poétiques en langue allemande. Et pourtant, Paul-Georges Koch est pro-français. Et il a cette phrase magnifique, il dit « L'Alsace est une tribu germanique qui a épousé la France ». Et je trouve que c'est magnifique, parce que ça illustre, avec son exemple, qu'on pouvait avoir un attachement au pays de Goethe, de Schiller, et un vrai attachement pour l'Allemagne et sa culture, tout en n'étant pas fourvoyé avec le nazisme. Donc j'aime beaucoup la figure de cet homme. Et puis à votre gauche, au bout, vous avez le pasteur Henri Fricker. Alors ça, dire franchement, j'ai fait une découverte incroyable que j'ignorais absolument, c'est que le pasteur Henri Fricker était en parenté
avec mon épouse Elisabeth, qui est décédée depuis très longtemps, mais j'ai découvert qu'ils étaient en parenté. Et je suis presque sûr qu'Elisabeth ne l'a jamais su d'ailleurs. Et Henri Fricker était chef de résistance en Alsace-Bossus sous le pseudonyme Capitaine Henri. Il a été arrêté à un moment donné, il a été emprisonné par les nazis, et Leclerc lui remet à Strasbourg la Légion d'honneur le 26 novembre 1944, juste après la libération. Donc ça, pour moi, ce sont des figures magnifiques, de gens qui ont payé très cher, dans le cas de Yann Roulet, leur engagement, mais qui, quelque part, sauvent aussi l'honneur de ce protestantisme qui nous est par ailleurs cher. Monsieur le maire, ça m'étonne que vous n'ayez pas de questions. Là. Vous êtes arrivé parmi nous et vous n'aurez pas tardé, là. La réflexion est un peu la suivante. Évidemment, l'histoire est l'histoire, et l'histoire mérite d'être connue, et tout doit être analysé. Je suis catholique, ça va expliquer ma question. Est-ce que chez les protestants, il n'y a pas une volonté, quelque part, je ne sais pas, de s'autoflageller, de se rechercher et de pas se... je ne sais pas comment formuler ce que j'ai envie de dire, mais j'ai l'impression qu'il y a une volonté, au travers de l'histoire, de se faire du mal à soi-même. Est-ce que je comprends? C'est peut-être un peu fort ce que je dis, mais... Parfaitement compris. Alors ma réponse est, pour être bien avec son histoire, il faut la connaître. Moi, il me semble que on peut me dire, mais pourquoi tu remues tout ça, etc. À un moment donné, j'ai vécu ça dans l'histoire de ma famille, ce trouble. Et je vais le dire encore autrement. J'ai découvert récemment plusieurs manières d'exprimer ça. Alors il y a la hantise du passé, ça me plaît pas trop, cette expression-là. Mais il y a un philosophe qui a proposé l'expression suivante: nous sommes empêtrés dans des histoires. Alors là, je mets toute la salle au défi de me dire que vous n'êtes pas empêtrés dans une histoire. Nous sommes tous empêtrés dans des histoires. Après, la question, c'est de savoir comment on se débrouille avec ça. Moi, j'ai vécu à mes dépens le fait de ne pas pouvoir parler de certaines choses dans mon histoire familiale. Bon, je ne rentre pas dans les détails. Et je vis à mes dépens, en tant que pasteur, le fait de ne pas pouvoir raconter entièrement l'histoire de mon Église. Mais flûte alors, j'ai envie d'être fier d'Albert Schweitzer et de tous les autres. Mais si à un moment donné, je me dis, mais mince, qu'est-ce qui s'est donc passé à ce moment-là? Et il y a quand même un petit problème. Je vous donne un autre exemple. Quand je suis arrivé comme pasteur à Trenheim, on me donne l'histoire du village. Magnifique travail, des photos, un texte, un livre que vous avez sans doute reçu en tant que député, quand vous êtes passé à Trenheim. Eh bien, regardez chez vous, tout à l'heure, ça s'arrête en 1933 à un moment donné. Et après, on tourne la page et on est dans les années 50. Tiens, mais qu'est-ce qui s'est passé entre 1934 et 1949? Rien. Voilà. Alors, moi, c'est ça mon problème. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut bien un jour, et combien de temps faudra-t-il attendre pour poursuivre ce travail? Et moi, j'ai une peur, c'est que l'oubli l'emporte sur la mémoire. C'est ça que j'ai essayé de faire dans mon livre. Alors moi, je pense que ce n'est pas le fait de regarder les choses douloureuses en face qui nous fait mal, c'est le fait de les ignorer. Parce que les choses qui sont ignorées, elles produisent des effets dans la réalité, sous forme de symptômes, de malaise, de suicide, d'accidents, de maladies. Voilà. Il y a des choses qui se passent, qui sont terribles, et qui sont quelquefois, indépendamment de leur aspect médical, le cas échéant, mais qui sont quelquefois, quand on parle avec les gens, ça devient sensible, ça, qui sont le reflet de choses du passé qui n'ont pas pu être nommées. En psychanalyse, on dirait qu'ils n'ont pas pu être symbolisés, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais été nommés et qui continuent de produire des effets néfastes, vous voyez. Donc moi, je crois que le risque d'avoir mal parce qu'on aborde des choses difficiles du passé est préférable
au fait d'avoir mal plus longtemps et plus profondément parce qu'on n'a jamais osé d'en parler. Donc moi je crois qu'il n'y a pas de volonté, en tout cas pour moi, je ne suis pas maso, hein, il n'y a pas de volonté d'autoflagellation pour moi là-dedans. Ce travail, quelque part, il m'a fait mal aussi parce que c'était beaucoup de travail et beaucoup de découvertes très pénibles, mais au bout du compte, c'est un travail de soulagement que j'ai opéré. Et je l'ai dit en début de soirée, les innombrables dizaines de messages, de contacts, de conversations que j'ai avec des lectrices et des lecteurs me confirment dans l'idée que j'ai eu raison de faire ce travail parce que ça lève le couvercle et ça a un effet de libération. On parlerait de catharsis, vous voyez. C'est un travail d'élucidation, c'est un travail de clarification et les fruits qui en découlent, à mon avis, sont des fruits positifs. Oui. Vous avez parlé donc du protestantisme, c'est très bien, mais surtout des luthériens. Qu'en est-il des réformés, donc les calvinistes? Avaient-ils la même perception que les luthériens sur ce sujet? Ou les Allemands avaient-ils les mêmes positions par rapport aux réformés? Ou non? Question. Si on parle des calvinistes en Alsace... Oui, des réformés, je préfère. Oui, des réformés. Ma réponse va être très claire pour le sujet que moi je traite, c'est-à-dire en particulier le nord de l'Alsace. D'abord, les réformés sont beaucoup moins nombreux que les luthériens, mais je suis vraiment enclin à penser, plusieurs exemples à l'appui, que la position des réformés alsaciens, notamment dans le pays de l'Outre-Forêt, après la forêt de Haguenau au sud de Wissembourg, était exactement la même que la position des luthériens. Ce serait erroné de dire que nous, les réformés, nous ne sommes pas concernés par ce problème qui ne concerne que les luthériens. C'est une bêtise. Le président Christian Krieger, qui entre-temps est devenu président de la Fédération protestante de France, a fait une déclaration dans ce sens dans les DNA il y a quelques mois. Mais c'était une bêtise. Évidemment que les réformés dans le nord de l'Alsace sont autant concernés que les luthériens. Voilà. Je pourrais développer, mais bon, je passe un peu rapidement. Il y a eu une chose qui m'a gêné un peu au début, c'est de faire un parallèle peut-être un peu rapide entre ce qui s'est passé entre les années 20 et la dernière guerre, la position de certaines personnes et les votes actuels par rapport notamment à des partis du type Front National. Donc je pense qu'il y a d'autres raisons aussi, et de ne pas faire, d'éviter de faire ce parallèle un peu rapide. Oui, j'entends parfaitement votre remarque. Moi, je ne prétends pas avoir, avec ma petite thèse que je développe dans le livre, d'avoir la réponse au vote Front National en Alsace. Il ne s'agit pas de ça. Pour moi, c'est un élément du problème que j'ai essayé d'élucider, de développer en disant... écoutez, pour le dire un peu rapidement et de façon un peu caricaturale, enfin, qu'est-ce qui fait que les gens ont une mentalité de facho comme ça dans ces régions, quoi? Vous voyez, c'est maintenant très caricatural ce que je dis, mais c'était ça mon point de départ. Et je pense que cette histoire du passé, elle a quand même un effet dans l'actualité politique contemporaine, même si ce n'est pas le seul facteur explicatif, bien évidemment. On a parlé du passé, on va aussi regarder l'avenir. Ma question est, est-ce qu'il y a toujours actuellement dans l'Église protestante des groupes, des groupuscules pro-allemands qui seraient prêts à nous adhérer à pas forcément la doctrine nazie, hein, ou carrément juste être allemand. En fait, c'est une question simple. Est-ce que parmi les protestants, il y a bien des personnes qui souhaitent retourner à l'Allemagne ou être allemands? Je vous rassure, je n'en connais pas. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qu'ont fait les protestants, comme les catholiques d'ailleurs? Ils ont fait des efforts pour tisser des liens écuméniques. Ils ont fait un travail de réconciliation en Europe, enfin ils y ont participé. Ils ont essayé de réfléchir à leur relation avec les Juifs. Donc je vous rassure, il n'y a pas... Je n'en connais pas. Alors, après, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Il peut y avoir de la nostalgie tournée vers le passé. Parfois, je me dis, tiens, telle personne qui est tellement attachée
à notamment l'usage liturgique de l'allemand, pourquoi cette personne n'est-elle pas plus engagée dans la pratique du dialecte aujourd'hui? Et parfois les gens sont dans une position purement nostalgique. Mais aujourd'hui, il y a énormément de jumelage entre des paroisses alsaciennes et allemandes. J'espère qu'on continue de croire que les jeunes ont besoin de se rencontrer au-delà du Rhin et qu'on fait sans doute pas assez d'efforts. Mais je pense que les protestants alsaciens sont écuméniques et ouverts à la réalité européenne. Alors votre question me fait sourire parce que, contrairement à Gérard, oui, je crois que je connais encore l'un ou l'autre pasteur un peu pro-allemand sur les bords. Enfin, on en connaît quand même l'un ou l'autre qui ne parle jamais français, Gérard. Bon. Mais c'est des fossiles de cette histoire. Vous voyez, ils sont très vieux maintenant. Et je crois que bientôt, ils sont retraités. Dans les jeunes générations, je ne crois pas qu'il y en ait. Mais ils vont bientôt... Dans les jeunes générations, il y a des pasteurs allemands. Hein. Ouais, on s'en accommode. Mais ceux-là, ceux dont je vous parle, ils sont maintenant très vieux. Et comme ils sont alsaciens, ils auront bientôt le choix entre le paradis français et le paradis allemand. Ceux dont je parlent l'alsacien dans le quotidien. Et l'allemand... Oui, oui, j'entends bien, mais il parle... Oui, oui, mais vous savez, il y a une... Oui, 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 je ne fais aucune généralisation, mais je connais aussi pas mal de gens qui parlent l'alsacien avec une forte conviction qui vous laisse entendre qu'il y a autre chose derrière que simplement l'amour du dialecte. Vous voyez ce que je veux dire? Mais contrairement à mon collègue Michel, vous voyez, on a des divergences. Je pense que l'alsacien est réellement menacé. Et moi, je soutiendrai toutes les initiatives qui visent à le perpétuer. Il y a notamment un Stammtisch dont l'organisateur va bientôt prendre la parole. Un Stammtisch en alsacien dans la paroisse où je suis actuellement en service. Et ça, c'est le genre d'initiative que je salue. Par contre, la nostalgie tournée vers le passé, elle, ne produit rien de bon, il me semble. Oui, merci Gérard pour ces paroles. Donc, Monsieur Weckel, vous semblez condamner le militantisme régionaliste des années 1920, l'autonomisme que vous qualifiez d'agitation pro-allemande. Pourtant, l'autonomisme s'est développé durant la période allemande de 1870 à 1914, et pour aboutir à la Constitution de 1911 qui donnait la liberté, des libertés à l'Alsace, qui se rapprochait des Länder allemands. Donc l'autonomisme n'est pas du tout un autonomisme anti-français, parce qu'il aurait été un autonomisme anti-allemand à cette époque-là. Après 1918, la France a supprimé ses libertés. Il a voulu assimiler les Alsaciens, tant du point de vue de la langue, donc on parlait de l'alsacien, et il me semble que vous encouragez ce mouvement de disparition de la langue régionale, je peux me tromper, je l'espère, et de cette Alsace de culture germanique. Alors, je me demande s'il faut, comme vous semblez le faire, condamner une certaine germanophilie qui peut être assez naturelle dans une région dont l'origine est germanique et qui a été conquise par la France sous Louis XIV seulement. Merci de votre réponse. Écoutez, je vous remercie beaucoup parce que je m'attendais à avoir ce genre de réaction et j'étais un peu déçu de ne pas l'avoir plus tôt dans les autres débats publics, donc merci. Ce que vous dites, moi je l'entends. Moi je ne suis pas anti-allemand, je le dis juste à un moment donné comme ça en passant. Je ne dis pas ça pour me justifier, mais il se trouve que j'ai 2 filles franco-allemandes, vous voyez. Je parle assez couramment l'allemand, je parle l'alsacien aussi, quand je ne peux pas faire autrement, disons. Mais la question du régionalisme alsacien que vous évoquez, ce n'est pas vraiment mon sujet. Je ne me prononce pas là-dessus. J'entends vos remarques, je les respecte. Je me suis même dit, pour avoir discuté avec un certain nombre d'amis qui, eux, sont orientés beaucoup plus régionalistes que moi, que je pouvais être tout à fait d'accord avec eux quand ils me disaient que dans toute cette affaire dont nous parlons,
les francophiles, les nationalistes pro-France après 19 étaient aussi cons que les germanophiles de 40, et ça je l'entends, je pense qu'il y a eu du fanatisme et beaucoup de maladresse pour le moins de la République française par rapport à l'Alsace, ça je suis absolument d'accord avec ça. Moi je ne défends pas de cause politique dans mon livre relativement au régionalisme et à l'identité alsacienne. Ce n'est pas mon sujet. Moi je parle d'un sujet particulier qui est la position de ce milieu luthérien pendant la période de l'occupation nazie. C'est le seul sujet que je traite. Après, sur les autres débats concernant les aspects de l'histoire alsacienne, je suis tout à fait ouvert et je peux entendre toutes sortes d'arguments, mais encore une fois, ce n'est pas mon sujet. Mais je ne suis pas un obsédé de l'identité alsacienne en tout état de cause. À vrai dire, je m'en fous un peu, pour être honnête. Je pense qu'on approche de la fin. On voudrait juste vous projeter encore cette image qui montre que les initiatives qu'ont pris et Michel Desquesles et Gérard Janus ont eu un certain effet, puisque l'UEFAL va organiser l'année prochaine un grand colloque, probablement sur le modèle de celui qui a été fait dans le Palatinat. On espère qu'il aura les mêmes effets et des acteurs aussi pertinents que de l'autre côté. Je ne sais pas où vous en êtes l'un ou l'autre avec ce colloque. Est-ce que vous avez été officiellement invité? Frédéric Dufour m'a dit qu'elle est censée animer l'année prochaine une table ronde. Alors peut-être que Frédéric veut prendre la parole, je ne sais pas. Où en est-on avec ça? Mais apparemment, comme le dit Gérard Janus à un moment donné, « Wir haben den Stein ins Rollen gebracht ». Alors, je m'en réjouis beaucoup que quelque chose soit en route. J'aurais préféré, pour ma part, qu'un groupe de travail soit mis en place avec tout le temps qu'il faut. Ce colloque, c'est très bien. Je ne suis pas invité à apporter une communication à ce colloque. Je viendrai écouter les communications des spécialistes qui seront invités et évidemment je m'intéresserai aux effets positifs, j'espère, de cette recherche qui aura lieu en novembre 2023. Bon là je ne sais pas ce que je dois dire. Le plus prudent serait que je ne dise rien, mais ce n'est pas mon tempérament. Moi j'ai été invité à participer à ce colloque, mais je ne sais pas encore si je vais accepter d'y prendre part. Je travaille un petit peu là-dessus en ce moment. Je voudrais d'abord que M. Marc Linhart, sur la photo, là, qui est un éminent professeur de théologie, spécialiste de Luther, etc., ancien président de l'Église luthérienne d'Alsace, j'aimerais bien que M. Marc Linhart nous dise quelles sont précisément, depuis 1975, ses relations avec les fondations pangermanistes allemandes actuelles, notamment les fondations Töpfer, puisque je sais qu'il a été subventionné pour certains de ses travaux, qu'il a eu des prix, comme Mathieu Arnold d'ailleurs, et qu'il est quelque part, c'est son droit, on est en démocratie, un pur produit de cette filière luthérienne dont je parle dans mon livre. Donc je ne suis pas sûr, et je le dis très respectueusement pour M. Linhart, que j'ai rencontré plusieurs fois il y a un an, avec qui j'ai eu des conversations tout à fait convenables, je n'ai rien du tout contre lui, mais j'aimerais bien que cette question soit clarifiée parce que je ne suis pas convaincu que ce colloque se présente avec les meilleures garanties d'impartialité concernant cette page sensible de l'histoire. Frédéric. Oui, alors je rejoins ce qu'a dit le pasteur Janus sur ce colloque, et c'est vrai que j'aurais également trouvé sans doute préférable d'organiser une vraie commission à l'image de ce qu'a fait l'Université de Strasbourg à propos de la Reichsuniversität, et qui a mis pendant 3 ans des moyens, y compris financiers, importants pour travailler de manière impartiale avec des gens qui n'étaient pas que français, ce qui permet aussi d'ouvrir le regard et d'apporter quelque chose de différent. Et j'aurais trouvé très pertinent qu'on ait ce travail de longue haleine, calme, qui permette d'aller dans les archives et qui permette de produire un travail collégial, ce qui n'est pas le cas d'un colloque où chacun arrive avec sa connaissance, l'expose devant les autres, mais ça ne fait pas forcément avancer une réflexion commune. Donc, pour l'instant, je ne sais pas encore exactement qui seront les historiens appelés à communiquer. Ça aussi, ça va être important de l'observer. Et j'en sais pas beaucoup plus à l'heure actuelle.
Une première remarque, c'est que apparemment dans le colloque du Palatinat, il y avait 60 personnes qui ont été invitées. C'était pas un colloque. Non, c'était pas un colloque, oui. Dans le travail du Palatinat, il y a 60 personnes qui ont été mobilisées, alors que d'après ce que j'ai cru entendre, il n'y en a que 15 pour l'instant qui ont été mobilisées au niveau alsacien. Donc le problème est probablement de moindre importance. Ok, quelques communications. D'abord, merci à tous les deux de cette très belle soirée qui s'est passée dans le calme, dans la sérénité, contrairement à ce que pensaient certains. Et on a appris beaucoup de choses. On a encore une fois exploré un petit versant de la complexité alsacienne qui est toujours présente, qui est toujours là et qui nous taraude tous et qu'on n'arrivera peut-être jamais à résoudre. Et chaque fois, on fait un petit pas et on essaye de comprendre un peu mieux. On va aller dans la même direction avec les deux prochaines conférences, puisque la prochaine conférence mi-octobre sera consacrée à l'état actuel des connaissances sur les malgré nous, un nouveau regard sur les malgré nous, parce qu'Alphonse Stroessler, qui est présent dans la salle, pourra nous parler de quelques découvertes récentes et quelques constats récents. Au mois de novembre, fin novembre, on aura une conférence sur justement le travail qui a été fait au niveau de la Reichsuniversität de Strasbourg avec M. Bonnat, M. Lutz et Frédéric qui viendront nous parler de ce travail qui a été donc rendu public il y a quelques semaines et pour lequel il y a encore une exposition actuellement au Struthof que je vous invite à voir parce qu'elle est très très intéressante. Donc ça c'est les deux prochaines conférences. À partir du mois au premier semestre de l'année prochaine, on relancera notre colloque qu'on avait fait sur apprendre et enseigner en Alsace avec M. Chanté, qui était inspecteur académique, qui viendra nous parler de l'évolution de l'éducation sur les 15-20 dernières années. M. Beuler viendra nous parler de l'enseignement à la campagne au XVIIIe siècle. Et Mathieu Arnold, dont on a parlé tout à l'heure, viendra nous parler du gymnase et de Jean Sturm, sans qui la pédagogie alsacienne ne serait pas ce qu'elle est. C'est un personnage absolument fondamental. J'ai beaucoup insisté auprès de M. Arnold, qui est très pris, pour qu'il vienne, parce que je ne concevais pas qu'on puisse faire un colloque sur l'éducation sans parler de l'enseignement de Sturm et du gymnase. On aura peut-être, si tout va bien, une conférence, si M. Richard arrive à se libérer, puisqu'il il est passé en Suisse maintenant, il a été nommé en Suisse. Il viendra peut-être quand même nous parler de la Décapole en Alsace, probablement au courant du premier semestre. Ça, c'est pour le programme. Je vous invite d'ailleurs tous à lire les deux livres, parce que les deux livres ne sont pas seulement intéressants d'un point de vue... J'ai aucun intérêt, ils ne m'ont pas acheté ou dit quoi que ce soit. Moi, je les ai lus avec beaucoup d'intérêt et ils sont passionnants parce que c'est à la fois un travail personnel, une introspection. Vous avez remarqué que tous les deux ont fait le travail de la psychanalyse. Et c'est aussi quelque chose d'intéressant pour les gens de ma génération, parce que notamment Michel Deckel évoque par exemple Bergman et Haneke dans le film Le Ruban Blanc, qui sont des choses qui m'ont beaucoup touché. Les deux livres sont passionnants, très différents, des styles différents, des conceptions différentes, des approches différentes, mais tous les deux sont intéressants. Si vous voulez connaître ce sujet, achetez les deux, vous ne le regretterez pas. Je voudrais aussi signaler que Frédéric a sorti la semaine dernière un livre, un roman que je vous invite aussi tous à lire. Moi j'ai commencé à le lire cet après-midi, qui s'appelle La Villa au Jeu des Dors. Elle viendra probablement nous en dire un petit mot à l'occasion, peut-être lorsqu'elle viendra pour le colloque sur la Reichsuniversität. Je vous rappelle aussi que la Société d'Histoire a d'excellents numéros, et notamment le dernier numéro qui a été consacré aux sorcières, et notamment aux sorcières en Alsace, et c'est aussi un impensable totalement fou. On a réussi dans notre ville et dans les environs à faire des procès à des sorcières, et surtout des procès de sorcières à des enfants. Ce qui paraît incroyable, c'est aussi un impensable aussi, de la même dimension que la reprise de la guerre ou d'autres choses. Je voudrais donc pour remercier nos deux intervenants. Je ne sais pas si Madame la députée voulait dire un mot. Si vous voulez, ça vous donnera l'occasion de vous faire un peu connaître. Là, maintenant, vous avez un large public. Tu vois ça? C'est un public un peu, avec les sièges rouges, ça rappelle l'hémicycle, on dirait un petit peu. Mais c'est plus calme, on va être honnête.
passer ces mots, Monsieur le Président, messieurs les pasteurs, monsieur les historiens, il y en a plusieurs dans la salle, monsieur le maire de la conseillère d'Alsace. Écoutez, merci beaucoup pour cette invitation ce soir. Je ne vous cache pas que, en tant qu'habitante d'un village protestant, la vallée de la Bruche, protestante également, ça m'a beaucoup travaillé, déjà votre invitation et ce soir tout ce que vous avez dit. Je pense que, d'une certaine manière, ce débat auquel on a assisté, de grande qualité, hein, il faut le souligner, permet à chacun ici finalement de prendre le temps de la réflexion pour se dire, voilà, on n'est pas pasteur, on n'était pas pasteur à cette époque, et finalement, peut-être tous invités à penser qu'est-ce qu'on aurait fait à une époque aussi où, vous l'avez expliqué, certains c'était peut-être par choix, mais pas forcément tout le monde, certains c'était peut-être aussi sous la contrainte, avec l'évolution de l'histoire. Comment le national-socialiste, finalement, il s'est imposé à l'Alsace. Et bien malheureusement, si on peut dire, certains ont fait le choix voilà, de l'encourager ou du moins d'y prendre une part plus ou moins active. Et je crois que quand vous avez évoqué aussi tout ce travail-là que vous avez fait dans vos familles, eh bien, ça nous invite aussi, nous, tout en chacun, à se dire, eh bien, il y a des périodes de l'histoire qui sont comme celle-ci, et quand bien même elles ne le sont pas, et comment on peut la transmettre, cette histoire, aux plus jeunes. Et quand je regarde cette salle ce soir, je suis contente de voir qu'on est aussi nombreux, mais je fais aussi une vraie réflexion à comment on peut demain transmettre aux plus jeunes générations l'histoire de l'Alsace, l'histoire de notre territoire, et ce qui est ici. Alors, vous évoquiez au tout début en disant, je crois que c'est vous, dans la question, vous avez dit, faut-il réveiller ces vieilles histoires? Moi je crois, oui tout à fait, il faut les réveiller, et c'est peut-être là le mot de la fin. Alors merci pour ce partage, merci de m'avoir invité à cette conférence, et je dirais avec beaucoup de, pas forcément dire de plaisir, mais en tout cas avec beaucoup d'attention, les 2 livres que vous avez écrits. Merci beaucoup. Donc, pour remercier les 2 intervenants, on va leur donner 2 excellents livres de la collection Histoire et Patrimoine de notre société. L'un qui s'appelle Trippelwagen, c'est l'histoire de la famille Trippel qui a occupé les usines Bugatti pendant la guerre. Et tout à fait passionnant, il a fait des voitures amphibies. C'était une histoire méconnue. On a longtemps cru que Bugatti avait été occupé par les Allemands et qu'on avait imposé à Trippel, et qu'on avait imposé à Bugatti, qu'on avait imposé Trippel dans les usines Bugatti. En réalité, M. Trippel a acheté l'usine Bugatti, M. Bugatti lui a vendu, et on fabriquait aussi à ce moment-là des torpilles à Molsheim à côté, et M. Trippel était un inventeur qui avait probablement la même dimension que Bugatti, puisque ça a été le premier inventeur des voitures amphibies. Il a fait le premier voyage de Naples à Capri en voiture amphibie dès 1932, et c'était un fou comme Bugatti, et il a fait des choses incroyables. Par exemple, il a inventé une machine qui permettait aux troupes allemandes d'aller récupérer sur la neige, puisqu'il a transformé sa voiture amphibie avec des skis, d'aller récupérer les blessés sur la Rasputitsa, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, dans la boue, donc les voitures avançaient avec une hélice derrière, donc vraiment révolutionnaire. Et l'autre livre, c'est Molsheim à l'époque du Reichsland et durant la Première Guerre mondiale, une période très intéressante et qui concerne tout à fait les sujets qui vous passionnent. Donc à tous les 2, ces livres, merci beaucoup. Maintenant, encore une autre. Merci à vous d'être venus, je vous demande d'applaudir encore une fois les intervenants. Le docteur Muller qui a préparé avec beaucoup de minutie cette soirée, avec les diaporamas que vous avez vus, avec les questions qu'il a préparées et qui nous a permis effectivement d'évoquer un certain nombre de choses. Et j'avais poussé à ce que nous fassions ensemble cette soirée-là, parce que je pense qu'il ne faut pas remuer la boue. Il ne s'agit pas de cela, mais l'Évangile dit la vérité vous rendra libre. Et vous l'avez évoqué à travers vos évocations, pour vous-même, pour un certain nombre de fils, filles, petites filles, etc. Ça éclaire beaucoup cette période-là et permet sans doute d'envisager l'avenir différemment, parce que voilà,
on est libéré aussi de quelque chose qui n'a jamais été dit et qui n'a jamais été évoqué. Donc merci beaucoup Dr Muller, merci Gérard et Michel d'avoir accepté d'être là ce soir et d'avoir évoqué cela. Moi aussi j'ai une petite pub où nous avons un petit dépliant. Dans notre consistoire, nous organisons dans les prochains mois, tous les mois, des repas rencontres autour de sujets que nous introduirons courtement, mais où vous avez largement le temps d'échanger librement. Ça s'appelle « Et toi, qu'est-ce que tu crois ?» Et parce que nous croyons aussi que la foi dont on ne parle pas souvent et qui reste un petit peu intérieure, elle a beaucoup de potentiel de libération et de changement et de transformation. Et voilà, c'est impossible. Merci. Merci, pasteur. Merci à la paroisse protestante d'Orlisheim de nous avoir fait confiance pour traiter ce sujet. J'en profite d'ailleurs pour saluer M. Roth, le maire de Dorlisheim, que je vois au fond de la salle, avec Guy Siat. Et j'ai oublié de mentionner que le 23 septembre, au château de Dorlisheim, il va y avoir une conférence sur les incorporés de force et Tambov, et notamment les gens de Dorlisheim. Ça a lieu au château de Dorlisheim le 23 septembre. Je me tais, encore une dernière requête, pour remercier le trèfle de nous avoir accueillis ce soir. Il y a une bonne façon de le faire, c'est d'aller au bar en bas et de consommer. Merci et à la prochaine fois.